Bonjour, merci à tous d'être venus. Donc, je vais vous parler un peu de choses mystiques, ce qui se passe sur la JVM. C'est une conférence qui va rester quand même assez facile à comprendre, parce que c'est un sujet qui est quand même complexe. Je vais vous parler de génération de bytecode, avec ByteBuddy notamment. Donc, je me présente, je suis Nicolas Commet. Je suis développeur essentiellement back-end depuis 7 ans, donc maintenant. Je suis ingénieur d'études chez Electra, c'est une société qui est basée sur Bordeaux. Et on est leader mondial des solutions dédiées à l'industrie textile, tout ce qui est machine et logiciel, donc pour gérer tout ce qui est découpe, etc. Donc je suis speaker et membre du Bordeaux Jug également. Voilà. Donc Lectra, un petit peu de pub. Lectra recrute en ce moment de manière active. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est sujet cloud, tout ce qui est sujet microservices, on est extrêmement actif là-dedans. On est en évolution constante sur ces sujets-là. Donc si vous voulez, passez me voir après. Donc comment ça a commencé J'ai voulu parler de ça parce que à Devoxx 2015, Devoxx France 2015, j'ai vu une personne qui s'appelle Raphaël Winterhalter, donc qui a écrit la librairie ByteBuddy. Il parlait de génération de bytecode dans une conférence qui s'appelle Making Java More Dynamic, puisqu'on sait tous que Java est un langage fortement typé. C'est comme ça que ça m'a donné l'envie d'en parler, surtout de faire des tests avec cette librairie. Donc qu'est-ce que le bytecode ? Le bytecode, c'est essentiellement, vous avez votre langage, donc ça peut être tous ces langages-là qui tournent sur une JVM, vous exécutez votre compilateur, et ça vous produit du bytecode. Le bytecode, c'est ni plus ni moins que des instructions qui sont après exécutées par votre machine à pile, et la machine à pile, c'est votre JVM. La JVM, elle est plus complexe que ça, bien entendu, mais elle se scinde en deux parties, ou enfin plus même, mais il y a une partie très intéressante qui est le Just-in-Time Compiler. Et ce que vous assure le Just-in-Time Compiler, c'est que votre bytecode, en permanence, il sera réinterprété et réoptimisé à la volée. Et c'est très important pour la suite, en fait, pour comprendre ce qui se passe au niveau de ByteBuddy, qui est la librairie qui vient écrire et modifier le bytecode à l'exécution. Et du coup, vous bénéficiez directement du Just-in-Time Compiler, gratuitement, avec la JVM, qui va vous réoptimiser le code derrière. Donc vous utilisez certainement de la génération de bytecode si vous utilisez un de ces frameworks et bien d'autres. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, c'est pour montrer que ça touche vraiment tous les frameworks et tous les domaines. Donc qu'est-ce que ByteBuddy ? C'est une librairie donc, open source sous licence Apache. Elle a été mergée depuis peu dans Mockito, Hibernate et Google Bazel et bien d'autres encore. Donc ces librairies et frameworks utilisent vraiment ByteBuddy pour faire de la génération de bytecode à l'exécution. Donc c'est un projet qui prend un peu son essor sur GitHub, sur GitHub, et vous trouverez la documentation à l'adresse en dessous là, de la librairie. Donc pourquoi ByteBuddy ? Parce que c'est beaucoup plus facile à apprendre pour générer du bytecode que des librairies comme ASM ou Bicell, qui requièrent une connaissance beaucoup plus approfondie des instructions bytecode. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est une instruction bytecode, mais il faut lire toute une documentation pour comprendre comment ça fonctionne. Vous allez essentiellement faire de l'assembleur pour la JVM, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça permet de lire et d'écrire du bytecode de manière lisible et instrumentée grâce à un builder pattern en Java qui est très très élégant. Je vais vous montrer tout à l'heure pendant la démo. Ça permet essentiellement de concevoir des petites frameworks et des petites librairies. J'expliquerai comment après. Et surtout, important, hors du framework, hors de ByteBuddy, tout reste type-safe. Ça veut dire que du point de vue de l'utilisateur de votre librairie, tout reste type-safe. Et donc, vous venez faire de l'enrichissement des types de l'utilisateur qui va utiliser votre librairie. Et ça vous permet d'implémenter la séparation des préoccupations. Vous avez déjà certainement entendu ça pendant vos études, si vous avez fait de l'informatique. Separation of concerns, et c'est des cross-cutting concerns tels que le logging, les caches, la sécurité, etc. Donc je vais passer à la démo. Vous trouverez accessoirement les slides et les sources sur lesquelles je vais m'appuyer à cette adresse-là. Donc, on va commencer par un POJO classique. Donc, on est en Java, on utilise un chat, et un chat, ça se réduit simplement à un nom et un estomac, c'est connu. Donc voilà, c'est un chat, ça a juste deux attributs, un nom et un estomac. Il y a des méthodes qui permettent d'accéder à l'estomac, de lui donner un nom, etc., de le nourrir. Bon voilà, tous mes exemples vont s'appuyer sur cette première classe en premier. Donc, comme j'ai peu de temps,
je vais m'appuyer sur une fonctionnalité de l'IDE qui me permet de générer des tests, parce qu'on n'aime pas écrire les tests, donc je les génère. Voilà. Du coup, ce que je vais faire dans ce premier test, c'est pour vous montrer comment j'instancie mon chat, comment je lui donne un nom, comment je le nourris, et j'asserte après que son estomac contienne exactement des croquettes et de la pâtée, et que son nom soit bien Garfield. Donc je lance ce test, et ça passe. Donc voilà. Maintenant, pour montrer un peu ce que ByteBuddy est capable de faire. Donc on voit que ByteBuddy, c'est une librairie, donc je vous dis, c'est un DSL. Donc tout commence par l'instanciation d'un objet ByteBuddy. Cet objet vous permet de venir faire une sous-classe à l'exécution. Je dis bien l'exécution. Donc tout ce que vous voyez là, ça se passe au runtime, et vous ne trouverez jamais un point classe qui s'appelle cat extends mon chat d'origine. Donc là, à l'exécution, vous venez faire une sous-classe du chat, vous la créez, vous la chargez dans le class adder. Il y a différentes stratégies, mais j'en parlerai pas trop. Et là, c'est une méthode de Java Lang Reflect, new instance. Donc on crée une nouvelle instance du chat. Donc si j'exécute ce code, j'ai exactement la même chose que mon code du dessus. Pour l'instant, rien n'a changé. Mais là où ByteBuddy devient intéressant, c'est que j'ai tout un tas de méthodes sur mon DSL qui permettent notamment de venir faire de l'interception de ces méthodes. Enfin, c'est pas vraiment de l'interception, c'est qu'il va venir redéfinir par l'héritage certaines méthodes. Par exemple, si je voulais dire tu ne m'appelles pas la méthode getStomach d'origine, mais tu me le rediriges vers cet intercepteur, si je relance mon test, le test passe plus. Pourquoi? Si on regarde ce qui est dans le test, il dit j'attendais qu'il y ait de les croquettes et de la pâtée, mais je vois qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un bébé alien dedans. Donc c'est pas vraiment normal. Donc pour les fans d'Alien, justement, le vaisseau, en fait, il est là. C'est Strange Feeling Interceptor, c'est cette classe. Ce qui s'est passé dans le vaisseau, si je vais dedans, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un nouveau Pojo. J'ai écrit une méthode qui s'appelle intercept. Le nom n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est la signature de cette méthode. La signature, plutôt le type de retour et les paramètres. Donc on voit que j'ai dit, avec une annotation de ByteBuddy qui est super call, voici la méthode d'origine que j'ai interceptée. Donc c'est mon callable au sens de l'introspection, au sens de réflexion, mais c'est pas de la réflexion. Donc j'appelle la méthode d'origine, je rajoute quelque chose et je retourne ce qu'elle était censée retourner à l'origine. Donc là, j'ai rajouté du comportement à mon objet sans que l'utilisateur s'en rende compte, en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a retourné un élément de plus dans son estomac. Voilà. Donc, je continue mes tests. C'est un premier exemple. Pour vous faire comprendre, en fait, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette classe? Je ne suis pas au courant. Donc, test numéro 3, les intercepteurs. On voit que ByteBuddy fournit d'ores et déjà en fait, des méthodes qui vous permettent d'intercepter. Là, je vais intercepter de manière simple les getters et les setters de ma classe, et je les redirige vers un getter-setter-interceptor. Alors, on peut aussi retourner des choses statiques, on peut retourner nul, on peut retourner directement des choses, mais on peut aussi déléguer ça à un intercepteur comme je le fais ici. Donc là, en fait, quand j'appelle ce bout de code, ce qui s'est passé dans mon test, c'est que j'ai fait un setName Félix, donc mon getter-setter-interceptor m'a dit call to cette méthode, et j'ai appelé getName, et à l'exécution, mon bytecode généré m'a rajouté la méthode, enfin m'a rajouté plutôt l'intercepteur, qui me dit ok, tu as appelé la méthode get. Donc si je vais voir ce getter-setter-interceptor, puisque c'est là où tout se passe, mais pareil, j'ai dit, alors là c'est là où ByteBuddy est intéressant, c'est que vous pouvez ne pas connaître le type que va vous retourner la méthode à l'avance, c'est pour ça que vous dites runtime type. Et la signature est toujours valable, donc tout ce qui me retourne un objet dont je ne connais pas le type, c'est ce que dit cette méthode en fait, avec le callable d'origine, ben, je l'intercepte et je viens rajouter une petite... Alors vous pouvez imaginer n'importe quoi, du logging, de la persistance, du lazy loading, parce que vous voyez où je veux en venir en fait, il y a les librairies comme Hibernate qui font ça très bien par exemple. Voilà. Vous avez la même chose pour le setter, là vous dites j'attends les méthodes qui ont un seul argument, donc je ne connais pas le type non plus, et voilà, je fais mon interception. Voilà. Donc ça c'était les intercepteurs. T4. Donc vous connaissez certainement tous Mockito, puisque vous faites tous des tests unitaires en Java, bien sûr. Oui, bien sûr, j'espère, ouais. Du coup, Mockito, vous connaissez, qu'est-ce que ça fait? Je viens créer un objet creux qui n'a aucun comportement, sauf celui que je lui redéfinis pour stubber mes dépendances ou les moquer, ou pour m'abstraire en fait de mes dépendances. Donc, vous connaissez aussi certainement tous Cosmopolitan.
qui est un autre cocktail. Non, ça n'existe pas, c'est moi qui ai créé la librairie en Mockito. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Mockito, et c'est moi qui ai implémenté ce type, en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, et en fait, si je jouais ce test de Mockito, je lui ai set un name, mais bien sûr, puisque c'est un mock, il va me dire bah, le nom est nul, voilà, c'est ce que j'attends. Et j'ai fait exactement la même chose avec ByteBuddy, donc qui est cette qui est cette méthode, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans mon mock? Dans mon mock, c'est une instance statique d'un objet qui s'appelle Cosmo, ni plus ni moins. Voilà mon contrat. J'ai une classe mock, enfin une méthode mock, pardon, qui prend un type et qui me dit mon contrat, c'est de me retourner une instance de ce type. C'est la même. Donc voilà. Donc je vais voir mock. Et voilà. Avec ByteBuddy, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un objet qui est vraiment naïf, en fait, à la place de l'objet d'origine. C'est-à-dire que je prends ma classe, mon type, j'en fais une nouvelle instance. Alors il y a plusieurs autres méthodes, mais je n'en parlerai pas pendant cette session, j'ai pas le temps. Mais là, j'en fais un sous-type. Et j'intercepte toutes les méthodes qui ne sont pas natives, qui ne sont pas la méthode equals, ou qui ne retournent pas void. Voilà. Donc il y a plein de méthodes comme ça, helpers en fait sur ByteBuddy, qui vous permettent de faire du filtrage. Vous l'interceptez, et là, comme je vous disais, vous pouvez retourner une valeur fixe. Donc toutes ces méthodes-là, je vais leur dire, vous retournez nul, à la place de ce que vous faisiez avant. Et je fais pareil, je l'injecte dans le class loader, je prends le class loader courant, je fais une nouvelle instance dans ce class loader, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai pu faire un semblant de Mockito en une ligne. Bon, d'accord, j'ai fait des retours à la ligne, mais en une ligne de ByteBuddy. Donc c'est un peu de la triche, mais voilà. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec ByteBuddy. Donc si je vais voir ma... Je sais pas trop quelle heure il est. Je sais pas si j'ai le temps. Midi 10, d'accord, merci. Donc j'ai 5 minutes. Je vais vous parler un peu maintenant de ce qu'on peut faire d'autre avec ByteBuddy. Donc là, vous connaissez un peu Spring Security. Ben là, je voulais pas utiliser Spring Security, par exemple. Je voulais utiliser mon propre framework. Donc, je l'ai écrit avec ByteBuddy. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une méthode, enfin une classe plutôt, qui s'appelle banque, qui possède le total de la banque, qui est 9000 et quelques. Et j'ai une méthode dessus qui s'appelle donne-moi le total de mon compte en banque. Voilà. Elle est annotée par une annotation lock que j'ai écrite moi-même, donc voilà, je peux vous la montrer. Elle est annotée par l'annotation lock, et il y a un joli UID à l'intérieur. Bon, ça c'est pour les besoins de la démo. Je vais vous expliquer à quoi sert cette UID. C'est la clé qui permet de déverrouiller le coffre. Bon, c'est de la sécurité, c'est pas de la sécurité, hein. Ne vous inspirez pas de ça pour faire des frameworks de sécurité, c'est vraiment pour l'exemple, hein, attention. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir une interface qui s'appelle safe. Mince, c'est pas generate, c'est interface qui s'appelle safe. Voilà. Donc mon framework, entre gros guillemets, me dit retourne-moi une instance sécurisée de mon type. Donc pareil, je retourne le même type en sortie, le contrat c'est ça. Et comment je l'ai implémenté avec ByteBuddy? Enfin, non, je peux aller au bon endroit. C'était BuddySafe. BuddySafe. Voilà, donc BuddySafe, qu'est-ce qu'il fait? Il implémente safe, donc voilà la méthode override. Il dit voilà, tu me donnes ta tentative d'ouverture du coffre en paramètre, et voilà ce qui se passe, c'est que je dis tu me fais une instance, tu me fais une sous-classe à l'exécution au runtime de cette instance que tu essaies de sécuriser. Toutes les méthodes qui seraient éventuellement annotées par la notation lock, où on peut faire une liste, etc., tu me l'interceptes vers cet objet. Alors cet objet, c'est BuddySafe. Parce qu'on peut soit donner l'objet courant ou un autre objet, etc. ByteBuddy s'en débrouille très bien. On prend le class loader, on injecte, vous connaissez la suite. On fait jamais rien dans les exceptions en Java, c'est connu. Non, regardez pas ce code, hein. C'était pour les besoins de l'exemple. Donc voilà, après on intercepte à la classe courante. Du coup, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas le type d'objet de retour à l'exécution. Je sais qu'il y a une méthode sur l'objet sur lequel je viens d'hériter à l'exécution. Et voilà la méthode d'origine, justement. Je dis c'est celle que j'étais censé appeler à l'origine. Donc, je dis si ma méthode est éventuellement annotée de la notation lock, je récupère la clé de ce lock. Et si elle est égale à la clé actuelle, celle que tu m'as passée pour essayer d'ouvrir le coffre, si elle n'est pas égale, tu dis envoie-moi une illegal state avec la méthode en question ne peut pas être appelée parce que la clé n'est pas correcte. Donc j'ai fait de la sécurité très très light. Et sinon, tu m'appelles ma méthode d'origine puisque tu as le droit de l'appeler. Donc voilà. Et si je vous montre le test du coup, alors je vais revenir plutôt au safe test.
Donc voilà. Alors là, c'est du coup un cas d'utilisation de ce que je viens d'écrire en ByteBuddy. Donc j'ai mon coffre en fait. Enfin, j'ai plutôt mon framework ici sur lequel je dis pardon. Voici ma tentative d'ouverture du coffre. Je retourne une instance sécurisée de ma banque. Donc elle est ici. Et j'essaie d'accéder à la méthode bank account total. Donc voilà, si je lance ce bout de code, Shift-R, j'ai le droit d'y accéder. Et ça me retourne le montant total de mon coffre. Par contre, si je venais mettre une clé que je ne connais pas, ou plutôt une clé qui n'est pas bonne, là je lance la méthode, je lance le test plutôt, et à l'exécution, j'ai effectivement mon illegal state, exception, qui me dit, voilà, la méthode double qui me retourne un double et qui s'appelle bank account total ne peut pas être appelée parce que la clé n'est pas correcte. Donc tout ça, c'est assuré à l'exécution, et c'est ce que fait Spring Security, notamment quand vous mettez la notation @secured, c'est que il vient, alors soit il y a plusieurs mécanismes, parce que bien sûr là je vous montre de la génération de bytecode, mais il peut y avoir aussi des proxys, tout un tas de mécanismes qui font la même chose et qui sont sur le même plan en termes d'overrider, ou de surcharger le comportement d'un objet dont on ne connaît pas le type à l'exécution en fait. Donc voilà. Donc c'est une librairie en fait qui a, comme je disais, qui a pour but de répondre à des problématiques non fonctionnelles, on va dire. Donc si vous avez des préoccupations, on va dire, des cross-cutting concerns comme le login, le caching et bien d'autres encore, les métriques aussi également, ce sont des choses non fonctionnelles. Parfois vous avez le choix de prendre des frameworks, des librairies, ou vous pouvez maintenant, sachez que vous pouvez écrire la vôtre sans connaître comment générer du bytecode. Et pourquoi venir générer du bytecode plutôt que de faire des proxys ou faire de la réflexion ou je ne sais guère quoi d'autre? Parce que pour la simple et bonne raison que la génération de bytecode à l'heure actuelle, tous les frameworks qui se préoccupent de ces préoccupations non fonctionnelles utilisent de la génération de bytecode parce qu'on ne peut pas l'égaler en termes de performance. Parce que je vous ai dit, vous avez le just-in-time compiler qui vous optimise à la volée votre code et votre bytecode Java en fait, JVM je veux dire, parce que ça peut être n'importe quel langage derrière. Donc c'est quelque chose qui est assez élégant. Vous n'avez pas besoin de connaître comment marche le bytecode et vous avez une petite librairie qui vous permet de faire des choses mystiques. Voilà, merci beaucoup.